Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Bitvavo. Cette semaine a été un peu mouvementée suite à l'annonce de la Fed sur les taux directeurs qui ont baissé de 25 points, un résultat plus ou moins attendu mais qui a pourtant déçu les plus optimistes. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui s'est passé pendant ce temps au Parlement états-unien, puisque le travail continue sur le Clarity Act qui n'a toujours pas été signé. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, est plutôt confiant vis-à-vis de ce nouveau cadre législatif qui doit permettre de mieux réguler le marché crypto et clarifier la façon dont la CFTC et la SEC doivent y participer. Mais au Parlement, tout le monde n'est pas aussi optimiste que lui, notamment parce qu'après la validation du projet par la Chambre des représentants et son arrivée au Sénat, il a été paralysé par des sénateurs qui souhaitent le modifier. Certains préféraient des protections plus robustes pour les investisseurs, d'autres préfèrent différents compromis entre la CFTC et la SEC, etc. Par ailleurs, il semblerait que certains sénateurs soient en train de rédiger une sorte de projet de loi alternatif qui entre en compétition avec le Clarity Act. On pourrait donc finir par voir le Clarity Act totalement abandonné ou bien fusionné avec cet autre projet pour peut-être changer de nom avant d'entrer dans la loi. Et peu importe l'optimisme d'Armstrong, si le Sénat s'embrouille comme ça, le Clarity Act risque de ne pas voir le jour de suite. Au moins, du côté du Genius Act qui a déjà été validé, on voit les premiers effets positifs puisque vendredi dernier, Tether avait révélé l'arrivée de l'USAT, qui est tout simplement la version conforme à la loi américaine de l'USDT. Cependant, il faut le dire, il y en a aussi qui luttent toujours désespérément contre la crypto. Et parmi ces éternels opposants, on trouve évidemment les banques. Il y a quelques semaines, à la mi-août, l'association des banquiers américains publiait notamment cette lettre ouverte destinée au Sénat, dans laquelle ils pleurnichaient sur des catastrophes fantasmées causées par les monnaies stables qui finiraient par détruire les réserves que les banques utilisent pour prêter de l'argent. La solution proposée, c'est d'interdire à n'importe quel fournisseur de services d'offrir le moindre rendement sur les monnaies stables. Comme ça, le public serait condamné à garder son argent dans les banques qui prélèvent 187 milliards de dollars de frais bancaires aux clients états-uniens chaque année. Et tout le monde serait content, sauf les gens qui ne sont pas banquiers. Plutôt que d'offrir un meilleur service en augmentant les rendements et en diminuant les frais, ils préfèrent étrangler la concurrence à coups de législation bidon pour continuer de se gaver. Mais soyez rassurés, ça n'est pas parce qu'ils le demandent que ça va se passer comme ça. Notamment, l'une des affaires en cours sur le sujet concerne la plateforme Gemini et son programme Earn, qui permettait entre autres choses d'obtenir un rendement de 8,05% sur le GUSD. Une possibilité que les banques souhaiteraient voir complètement bannie, mais que la justice locale et la SEC ne semblent finalement pas considérer comme une menace. Car il y a quelques jours, une demande a été déposée auprès du tribunal pour suspendre la procédure indéfiniment en attendant que la SEC et Gemini parviennent à une résolution plus ou moins amiable au plus tard d'ici le 15 décembre. Et il paraît particulièrement improbable que la SEC dirigée par Paul Atkins interdise totalement ses activités comme le demandent les banques. Même si, il faut le dire, la résolution de cette affaire ne concernera que le marché américain. En Europe, la question ne se pose pas pour l'instant, même s'il n'est pas exclu que ça fasse débat ultérieurement. En tout cas, à l'heure actuelle, chez Bitvavo, plateforme européenne qui est aussi notre sponsor du jour, vous pouvez placer plus de 350 cryptoactifs avec leur programme Earn et obtenir jusqu'à 32,8% de rendement. Et si ça vous intéresse, sachez qu'en plus, en ce moment, si vous cliquez sur le lien d'affiliation en description, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 25 € offert pour toute création de compte suivi d'une vérification KYC et de plus de 100 € d'échangés sur les marchés dans la semaine qui suit. Revenons-en maintenant aux États-Unis avec un nouveau sondage cette semaine qui démontre entre autres choses que les gens en ont ras-le-bol des banques. Réalisé par Ipsos et mandaté par la Fondation pour l'éducation DeFi, ce sondage a été réalisé auprès d'un peu plus de 1300 États-Uniens à travers tout le pays. Et les résultats sont sans appel. Même si la confiance des gens envers les banques est médiocre, celle qu'ils ont envers les plateformes crypto centralisées est proche de zéro. La majorité désire voir ses données personnelles mieux protégées par les banques et préférerait que leurs services coûtent moins cher. Seulement un tiers pense que le système financier des États-Unis est sécurisé. La majorité souhaiterait pouvoir envoyer de l'argent à des tiers sans avoir à faire confiance à un intermédiaire. La majorité souhaiterait avoir le contrôle total sur son argent et pouvoir consulter tout son historique financier à tout moment au lieu de se limiter aux 6 derniers mois que les banques nous laissent gracieusement consulter. Et malgré tout ça, en parallèle, il n'y en a que 22% qui souhaitent se renseigner sur la crypto et 12% qui souhaitent se renseigner sur la DeFi. Les gens n'ont pas confiance envers les banques, mais ils n'ont pas envie pour autant de se diriger vers la crypto. C'est à la fois la preuve que beaucoup sont tout simplement réfractaires à la nouveauté et qu'ils préféreraient voir les systèmes existants perfectionnés par magie pour qu'ils n'aient besoin de rien changer à leur vie, mais il faut le dire, c'est aussi la preuve qu'il y en a beaucoup qui ont immédiatement remarqué certains problèmes de la crypto, notamment l'absence totale de vraie vie privée sur les blockchains comme Ethereum. Le pseudonymat n'est pas suffisant, le grand public le sait presque instinctivement et c'est exactement ce que j'avais tenté d'expliquer dans la vidéo que j'avais publiée sur le sujet il y a quelques mois. Et puis, il y a aussi une autre chose qui leur fait parfois peur, c'est d'abandonner totalement les protections offertes par les intermédiaires du système traditionnel, telles que la garantie des dépôts à hauteur de 100 000 € que les banques doivent à leurs clients en France. Être sa propre banque, c'est libérateur, mais ça implique aussi que l'on est responsable de tout. Et il y a des gens qui ne veulent pas être responsables de tout, ce qui est parfaitement compréhensible.
Alors pour ceux qui se tiennent au courant, ces résultats ne sont pas particulièrement surprenants puisqu'ils sont finalement quasiment les mêmes que ceux de l'étude parue en juillet qui indiquait que 60% des Américains ne voulaient pas toucher à la crypto. Dans celle de cette semaine, on nous explique que 40% des Américains accepteraient d'essayer au moins une fois la DeFi. Total 100%, le compte est bon. Mais cette étude orientée surtout vers la DeFi ne concerne pas vraiment les sociétés fintech comme PayPal qui pourraient représenter un vecteur d'adoption supplémentaire, une sorte de porte d'entrée vers la crypto. Car jeudi, Layer 0 a annoncé l'ajout du PayPal USD au pont Stargate, ce qui veut dire que la monnaie stable de PayPal est désormais disponible sur 9 blockchains de plus. Ce genre d'intégration qui multiplie les points de connexion avec l'univers crypto sera probablement essentiel pour aider les gens qui ne connaissent pas à doucement transitionner en partant des banques classiques. Et puis en face, l'inverse se produit aussi. Notamment, ce mardi, un groupe composé de 3 banques suisses a indiqué avoir réalisé avec succès un paiement interbancaire à base de jetons de dépôt directement sur Ethereum. C'est un premier test de leur technologie qui démontre que l'idée est viable et que nous verrons donc très prochainement des réseaux interbancaires mondiaux utiliser des blockchains publiques pour échanger des fonds. Car l'utilisation de ces réseaux permet d'effectuer des transactions portant sur des montants beaucoup plus grands, sans limite de jours et d'heures, et même parfois sans interaction humaine, contrairement au système bancaire existant. Tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de perfectionner leur système, notamment en améliorant son extensibilité et en coopérant avec d'autres banques ou fournisseurs de services, ainsi qu'avec les autorités. Enfin, en ce qui concerne les services que les banques offrent aux clients, là aussi il pourra y avoir des progrès qui amèneront le public à s'immerger dans la crypto plus facilement. Ce mardi, le groupe Santander a annoncé que sa filiale Open Bank va permettre à ses clients allemands d'acheter, vendre et détenir 5 crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon et Cardano. Ce sont des choix qui semblent avoir été faits en 2017, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle, d'autant plus que leurs clients espagnols bénéficieront également de cette possibilité dans les semaines à venir. L'avenir de la crypto semble donc prometteur sur le long terme, malgré les banques américaines récalcitrantes et le grand public qui a encore un peu de mal avec l'idée de devenir sa propre banque. Quant au court terme, de nombreux traders sont également plutôt optimistes. Certains indicateurs techniques montrent que le prix du Bitcoin pourrait se diriger vers les 150 000 $ après 1 ou 2 semaines de consolidation. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le Bitcoin pourrait atteindre des sommets complètement délirants à moyen terme ? C'était après tout la prophétie d'Arthur Hayes qui avait déclaré il y a quelques mois au cours d'un entretien que le Bitcoin atteindrait 250 000 $ avant la fin 2025 et qu'il toucherait le million de dollars en 2026. Il prévoyait donc un x2 et quelques d'ici les 3 prochains mois et presque x10 d'ici la fin de l'année prochaine. Et comme nous sommes à peu près à mi-chemin entre la date de l'interview et celle de sa première prédiction, je voulais revenir dessus brièvement. Après, il faut le dire pour lui, l'adoption, qui a été le sujet du jour, ne rentre pas vraiment dans l'équation. Dans son discours, il est surtout question d'expansion monétaire et de politique trumpienne qui serait destinée à faire s'envoler les actifs spéculatifs tels que le Bitcoin vers des sommets inimaginables. Jusqu'à ce que la bulle éclate en tout cas. Et à titre personnel, bien que la première prédiction paraisse envisageable quoique plutôt optimiste, j'ai du mal à imaginer le Bitcoin s'envoler à 1 million de dollars à moins que les États-Unis entrent dans une période d'hyperinflation sans précédent. La quantité d'argent à injecter sur les marchés pour faire un x10 aujourd'hui est nettement supérieure à celle qu'il fallait quand le Bitcoin s'échangeait à 5 400 $ sur les marchés. Alors je serais agréablement surpris d'avoir tort, mais ça me paraît quand même un peu gros. Même pour les 250 000 $, il me semble que plus on se rapproche de la fin de l'année, moins ça semble possible de voir le Bitcoin partir aussi haut. Mais après tout, il est aussi possible que je sois beaucoup trop pessimiste. Pour cette raison, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire. En tout cas, comme nous en avons fini avec les actus de la semaine, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine sur YouTube. A bientôt!